Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est en exploitation depuis le 27 août 2023. Le président de la République d'Italie était en visite à la station de pompage terrestre du gisement baleine à Port-Bouët. Sergio Mattarella s'est félicité d'un partenariat gagnant-gagnant. Un volume de 2,5 milliards de barils de pétrole et 3300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. 3600 milliards de francs CFA, c'est la volonté d'investissement de la Banque mondiale. Une enveloppe qui concerne 62 projets. Une délégation de l'Agence multilatérale de garantie des investissements en a discuté avec le Premier ministre. Ces hauts responsables de la MIGA étaient à la primature. Ils veulent enrichir les travaux des membres. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et les conseillers sont allés à la découverte des plantations du cacaoyer biologique de Mrimbo. C'est dans le département de Tia-Salé. L'institution entend produire des avis pertinents pour le développement de ce secteur. Et puis au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a prononcé son premier discours à la nation pour le 64e anniversaire de l'indépendance célébré ce jeudi 4 avril. Il a donné les grandes lignes de sa politique, lutter contre la vie chère et promouvoir la bonne gouvernance économique et financière. La jeunesse est au cœur de ses préoccupations. Fin de la visite officielle de 72 heures du président d'Italie, Sergio Mattarella, a quitté Abidjan ce jeudi après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a été salué à son départ par le vice-président de la République, Onetimoko Mélié, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres du gouvernement. Mais avant son départ, le président de la République d'Italie était en visite à la station de pompage terrestre du gisement baleine à Port-Bouët. Ce champ pétrolier important est en exploitation depuis août dernier. Sergio Mattarella s'est félicité d'un partenariat mutuellement gagnant. Lansine Bakayoko. Sur la station de pompage terrestre du gisement qui jouxte la mer au niveau du Port-Bouët, le président Sergio Mattarella a pu mesurer l'énorme potentiel de baleines. 2,5 milliards de barils de pétrole brut et 3300 milliards de pieds cubes de gaz naturel associés. Pour cette première phase d'exploitation démarrée le 27 août 2023, ce sont 22 000 barils de pétrole brut qui sont produits et 10 millions de pieds cubes de gaz naturel qui sont livrés au secteur de l'électricité chaque jour. Avec la deuxième phase qui est en cours de réalisation, la production sera portée à 60 000 barils de pétrole et à 80 millions de pieds cubes jour de gaz naturel d'ici la fin de cette année. Baleine atteindra dans sa phase 3, envisagée à l'horizon 2027, un niveau de production de 150 000 barils de pétrole jour et de 200 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour. Ce gisement est aussi le premier projet zéro émission nette de carbone en Afrique et détient le record mondial de mise en production pour un champ pétrolier de cette nature, avec juste 2 années entre la découverte et les premières productions. Tout cela a été possible grâce au partenariat entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et l'Italie. Ce partenariat ivoiro-italien a d'ailleurs permis de réaliser une autre découverte majeure début mars 2024, le gisement Kalao sur le bloc CI 205. Les études préliminaires font état de volumes en place estimés à 1,5 milliard de barils équivalent pétrole, essentiellement du pétrole léger, des condensats et du gaz naturel. Dans ce contexte, l'apport de l'Italie par le truchement de son entreprise phare, Eni, est significatif, non seulement en termes d'investissement direct, de coopération technologique, mais aussi de transfert de compétences. Ce sont plus de 15 milliards de dollars qui seront nécessaires pour financer le développement des champs baleines et Kalao. Le président italien, dans le cadre du plan Mattei, devrait accéder à la demande du gouvernement ivoirien pour la construction en Côte d'Ivoire d'un terminal gazier doté d'unités de regazéification ainsi que de capacités de stockage dimensionnées pour sécuriser l'approvisionnement de notre pays en gaz naturel.
Et un dîner a été offert par le chef de l'État et son épouse en l'honneur du président italien. C'était au palais de la présidence, un moment de célébration de la coopération de haute qualité entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Sergio Mattarella a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Herman Guivet. Palais présidentiel, salle des pas perdus. Des personnalités réunies, le vice-président, le premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des partenaires économiques de la Côte d'Ivoire, parties italiennes et ivoiriennes. Tous présents pour prendre part au dîner officiel offert par le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara au président italien Sergio Mattarella et à toute la délégation qui l'accompagne. Le président de la République Alassane Ouattara se réjouit de la qualité des échanges qui existent entre les deux pays. Une visite officielle qui consolide le champ de la coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Votre visite est le signe de votre engagement en faveur du renforcement de notre coopération. Elle nous offre l'opportunité d'échanger des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage les liens qui unissent nos deux pays. Monsieur le Président, je salue la ferme volonté affichée du gouvernement italien présidé par la présidente du Conseil, Mme Giorgia Meloni, de donner un nouvel élan à la coopération avec le continent africain. Cette ferme volonté s'est traduite par la tenue en janvier 2024 du premier sommet Italie-Afrique et le vice-président qui est ici à ma droite a représenté notre pays à ce sommet. Je voudrais, Monsieur le Président Mattarella, vous réitérer mes vifs remerciements pour cette marque d'intérêt pour mon pays et vous assurer de mon amitié sincère ainsi que de mon admiration et de mon engagement à œuvrer avec vous à la consolidation et à la diversification des relations entre nos deux pays pour le bénéfice et le bien-être de nos deux peuples, les Italiens et les Ivoiriens. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent vous inviter à lever vos verres au renforcement de l'amitié et de la fraternité, la coopération ivoiro-italienne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des relations de grande qualité qui ne manqueront pas de s'amplifier, comme le confirme Sergio Mattarella, président de la République d'Italie. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire a été historiquement importante dans notre histoire africaine et dans notre histoire européenne. La République italienne est prête donc à accompagner et à renforcer les relations entre le continent africain et l'Italie. Alors nous avons commencé déjà avec le partenariat avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays de choix, qui contribue donc aux valeurs et aux mêmes entités que nous avons, nous, en Italie. Monsieur le Président, notre entretien a confirmé alors encore l'excellent état de nos rapports entre pays et sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, nous sommes aujourd'hui encore avec vous pour vous promettre de continuer à vous accompagner et nous allons continuer à vous aider. Nous avons vu certains secteurs que nous pouvons encore améliorer et que nous pouvons faire de manière très rapide. Le président de la République d'Italie, à son tour, porte un toast à la bonne qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Il est suivi par l'ensemble des convives. Le président de la République d'Italie, son Excellence Sergio Mattarella, a été élevé à la dignité de Grande Croix de l'Ordre national par le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly. La coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire est une coopération que les deux États s'engagent à renforcer. L'Italie et la Côte d'Ivoire qui entretiennent des relations diplomatiques depuis 1961. Et Sergio Mattarella, président de la République d'Italie, a aussi reçu ce mercredi après-midi des mains du ministre-gouverneur du district les clés de la ville d'Abidjan, des clés mais aussi des attributs de chef, une cérémonie solennelle qui a été le lieu de réaffirmer le dynamisme de la coopération entre les deux pays. Franck Wadio, Zakaria Traoré.
À l'image des 3 couleurs des drapeaux italiens et ivoiriens imbriqués sur le fronton de la salle de gala du district autonome d'Abidjan, la coopération entre les 2 pays se matérialise avec évidence. Son Excellence Sergio Mattarella, président de la République d'Italie, reçoit les clés de la ville d'Abidjan. Nos populations qui vous accueillent sont heureuses et joyeuses car elles fondent beaucoup d'espoir dans la coopération entre nos 2 États. En effet, Excellence Monsieur le Président de la République, l'Italie, avec une superficie de 301 366 km², une population d'environ 60 millions d'habitants, berceau de la Renaissance et une des puissances économiques de l'Europe, reste un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire dans le domaine économique, social et culturel. Un geste symbolique à plusieurs dénivellations, l'attribution du titre de citoyen d'honneur, la remise du parchemin d'attestation et de facto l'intégration dans la chefferie au sein de la génération Nyando Dongba avec pour nom d'honneur Kwabowo Frinfrin, le juge intègre, celui qui s'appelle désormais Loeba, appartient à la famille Agbadjou, une des 7 grandes familles à Tchan. Cette cérémonie de remise des clés de la ville d'Abidjan, c'est toute l'expression du dynamisme de la coopération multisectorielle entre les 2 pays qui s'exprime. Les liens tissés entre Abidjan et l'Italie sont innombrables et remontent à l'ancien temps. Je pense par exemple aux décennies qui ont suivi l'indépendance de ce pays. Je suis donc très heureux de voir par exemple que de nombreux architectes, ingénieurs italiens ô combien importants ont eu la possibilité d'offrir leur talent au développement architectural et urbain de la ville d'Abidjan. La République de Côte d'Ivoire s'honore d'entretenir, depuis 1961, d'excellentes relations diplomatiques avec la République sœur d'Italie. Ces relations ont connu un regain de vitalité depuis la visite en Italie de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire en novembre 2012. Par ailleurs, nous voudrions par ma voix vous adresser notre sincère gratitude pour l'action conjointe menée par les autorités italiennes en liaison avec celles des autres pays européens dans le cadre de la gestion humanitaire des flux migratoires provenant de l'Afrique. Le président italien note donc la vitalité inspirante de la capitale économique, une ville qui a su se réinventer. La perle de la lagune, c'est un carrefour culturel, artistique du continent tout entier et notamment de l'Afrique de l'Ouest. Abidjan, en effet, est une ville qui a su exploiter tous ses atouts. Le président italien Sergio Mattarella, juriste de formation, avait déjà foulé les terres ivoiriennes dans les années 70 dans le cadre d'une conférence internationale. Il a rappelé dans le livre d'or son plaisir de revoir en 2024 cette ville d'Abidjan qui a bien changé depuis. Et après avoir reçu les clés de la ville d'Abidjan, le président italien Sergio Mattarella a rencontré la communauté italienne vivant en Côte d'Ivoire. Leurs échanges se sont déroulés dans la commune de Cocody. À cette occasion, il est revenu sur l'excellente coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Allons maintenant à la primature. Les hauts responsables de l'Agence multilatérale de garantie des investissements étaient chez le Premier ministre Robert Begré-Bambé. La MIGA a salué le développement de l'économie de la Côte d'Ivoire. Elle a surtout affirmé sa volonté d'injecter des fonds, 3 600 milliards de francs CFA, dans 62 projets. Franck Wadio. Membre du groupe de la Banque mondiale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA a pour rôle proposer aux pays en développement affiliés à l'organisation des assurances favorisant en toute sécurité l'investissement étranger. Le groupe de la Banque mondiale rencontre donc le chef du gouvernement ivoirien Robert Begré-Bambé. De bons points sont relevés, notamment la résilience du pays face à la Covid-19. Les réformes structurelles, la forte baisse du déficit budgétaire, la stabilisation du ratio de la dette par rapport au PIB et l'augmentation des recettes fiscales indiquent des développements positifs dans l'économie. J'ai réitéré l'engagement du groupe de la Banque mondiale à soutenir le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire pour faire face aux défis auxquels le pays est confronté et à poursuivre sa voie vers le développement inclusif. Nous avons également discuté du soutien du groupe de la Banque mondiale au peuple ivoirien avec un portefeuille de 6 milliards de dollars répartis sur 62 projets actifs pour accélérer la croissance économique, la transition énergétique
et le financement du commerce. 6 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de 3 600 milliards de francs CFA et un soutien accru à plusieurs secteurs névralgiques. J'ai eu l'occasion de discuter du rôle de l'Agence multilatérale de garantie des investissements dans la mise en place des garanties sur le secteur des transports, de l'hôtellerie, de l'énergie, ainsi que des premières garanties de financement du commerce en Afrique pour fournir des prêts à court terme pour des paiements liés au commerce. Nous avons également discuté de plusieurs projets dans le domaine des infrastructures, des transports, du climat. Nous avons assuré au Premier ministre Mambé le soutien indéfectible du groupe de la Banque mondiale dans la quête de croissance pour une économie durable. Quête de croissance et des remerciements exprimés au gouvernement. La Côte d'Ivoire, rappelons-le, a renforcé ces dernières années le partenariat avec le groupe de la Banque mondiale. L'un des plus récents est le nouveau cadre pays 2023-2027. Un autre secteur tout aussi important, l'agriculture. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel était sur le terrain ce mercredi. Jenaka Awele et les conseillers sont allés à la découverte des plantations de cacao biologique de Mbrembo, c'est dans le département de Tiassalé. Ils veulent découvrir le mode de production du cacao bio pour enrichir leurs travaux. On retrouve Fankwadio. Qu'est-ce que le cacao biologique? C'est le cacao qui se fait sans intrants chimiques. Ce sont un peu plus de 400 tonnes de cacao biologique qui sont produits chaque année par les agriculteurs membres de la Société coopérative équitable de Bandaman de Mbrembo, localité située dans le département de Tiassalé. Ces fèves de cacao sont vendues à 1950 francs le kilo aux partenaires européens qui ont certifié leur production. Ça fait 14 ans que nous sommes certifiés bio depuis le 8 juin 2008. Nous faisons la promotion de l'agroforesterie. Elle est plus rentable et puis ça protège la santé du producteur. Des plantations de cacaoyers visitées par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Jenaka Awele, ses pairs conseillers. Pour lui, cette visite de terrain permettra à tous de découvrir le mode de production du cacao biologique pour des avis pertinents relatifs à ce secteur d'activité. La présente visite s'inscrit dans le cadre des activités que le Conseil économique, social, environnemental et culturel a arrêté pour la première session ordinaire de l'année 2024. Précisément, cette visite répond à une triple exigence, à savoir faire la promotion et le suivi des avis que nous avons émis. Nous sommes ici pour nous imprégner des réalités du terrain avant de donner des avis. Et ces réalités ont été bien expliquées. Nous pouvons parler maintenant tout en étant à l'aise de cacao bio. La troisième exigence, c'est de renforcer les relations avec les structures qui nous apportent ou qui sont susceptibles de nous apporter leur appui dans le cadre de nos travaux. Assalé Timoko, député maire de la commune de Tiassalé, approuve l'initiative des conseillers économiques qui à coup sûr est perçue par les populations comme un encouragement. Aujourd'hui, avec la déforestation, il faut trouver les moyens de produire en grande quantité, mais sur des petites surfaces, pour que le développement durable soit une vraie réalité. Par développement durable, il faut entendre la capacité de produire pour les générations actuelles sans compromettre la capacité de celles qui vont venir après nous à produire aussi sur la même surface. Les responsables de la mutuelle du Mbrembo et les autres localités du département de Tiassalé ont souhaité l'appui de l'État de Côte d'Ivoire pour l'amélioration de leurs conditions de vie par l'achèvement de la construction du collège de proximité de Mbrembo, le reprofilage des routes reliant les villages au département de Tiassalé et le règlement du litige foncier de la localité. Et vous le savez, le nouveau prix du kilogramme de cacao est connu depuis le mardi 2 avril. Il est de 1500 francs CFA. Une annonce accueillie dans la joie du côté des producteurs de cacao dans le département de San Pedro, une grande zone de production. Ces acteurs rencontrés par notre correspondant Sam Conan ne cachent pas leur satisfaction. Bertrand Boukari est producteur de cacao dans le campement de Tapéagui, dans la sous-préfecture de San Pedro. Après la grosse pluie de la nuit dernière, il s'apprête ce matin à sécher son cacao. Hier nuit, en tout cas, il a plu ici. Il a plu, mais à cause de ça, je n'ai pas encore mis ça au soleil. Voilà, c'est ça. Oui, mais est-ce que vous connaissez la bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Le prix de cacao est passé depuis hier à 1500 francs. Le gouvernement a fait ça à 1500 francs. Est-ce que vous êtes au courant? Non! Hey. Madame, pardon, viens. Voilà bonne nouvelle.
pardon, faut venir. Après avoir porté la bonne nouvelle à son épouse, Bertrand Boukari reprend ses esprits. Nouvelle là, vraiment, je suis très satisfait. Moi, je suis content même pour ça. Je remercie même le gouvernement là même. Dans le village de Petit Pedro, la nouvelle est déjà connue. Et la joie est partagée dans cette bourgade. Hier, seulement, mon papa n'a même pas dormi parce que quand il a pris la nouvelle, il est parti très tôt au champ. Dieu merci, le gouvernement a pensé un peu à nous. Donc, on rend grâce à Dieu pour que ça continue, pour que nous aussi, producteurs, on puisse quand même vivre. Chaque année, à l'annonce du prix du kilogramme de cacao, les hommes font beaucoup de projets. Parmi ces projets, se prendre une autre femme figure en bonne place. Comme dans un syndicat, les épouses des producteurs de cacao s'opposent à toute velléité. Mon mari, nous, on a 3 femmes. On est content. Mais mon mari là, va gagner l'argent pour prendre femme encore pour nous compléter. Donc, si elle prend femme encore pour nous compléter, là, ça ne me plaît pas. L'argent, on a qu'à prendre pour chercher l'autre plantation pour augmenter. Là, l'argent serait plus. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais aller chercher l'autre femme, là, je ne suis pas d'accord. Espérons que cette mise en garde soit entendue. En attendant, chacun devra travailler davantage pour profiter de ce nouveau prix du kilogramme de cacao. Le ministre d'État, ministre de la Fonction publique, a lancé officiellement ce mercredi la 2e édition des journées portes ouvertes de l'École nationale d'administration. Plus de 3000 visiteurs sont attendus. Une immersion possible pendant 3 jours pour connaître ce centre de formation. On en parle avec Désiré Nyamou Grascando. Le ton est donné pour la 2e édition des journées portes ouvertes de l'École nationale d'administration ENA. Chef d'orchestre, la ministre d'État Anne-Désiré Ouloto. Les potentiels candidats ont 3 jours pour s'enquérir des informations et s'imprégner des réalités de cet établissement. Étant donné que je suis futur candidat, donc j'ai bien voulu être là pour voir un peu comment est-ce que l'ENA est organisée. Je suis là pour avoir des informations concernant l'ENA et pour connaître les spécialités, comment est-ce que ça fonctionne. Ces journées portes ouvertes sont aussi une lucane pour expliquer les nouvelles ambitions de l'ENA. L'ENA améliore ses performances et l'ENA améliore sa visibilité vis-à-vis des usagers. L'autre élément nouveau, le fait d'associer les partenaires du privé à l'activité, c'est de leur montrer que de plus en plus, avec le développement de l'administration, il faut décloisonner les espaces. La fonction publique doit se réinventer. C'est pourquoi la ministre d'État invite les acteurs et les candidats à s'approprier cette vision. Il faut donner l'opportunité donc à toute notre jeunesse, donner des opportunités à toutes les familles de mieux connaître l'ENA. Leur permettre de savoir quelles sont les filières présentes ici à l'ENA et surtout quels sont les emplois que l'ENA offre dans ces différentes formations. Cela permettra également à tous ceux qui veulent avoir accès à l'ENA, entrer à l'ENA, bénéficier de cette formation de grande qualité, hautement appréciée, de leur permettre de savoir comment on a accès à l'ENA, quelles sont les modalités. Pour cette 2e édition des journées portes ouvertes, plus de 3000 visiteurs sont attendus. Et on poursuit avec cette information. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le samedi 6 avril 2024, le lendemain de la nuit du destin, Laylatul Qadr, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et parlons maintenant de l'ouverture des portes de cette école d'excellence. Le concours d'entrée à l'EMPT de Bingerville est ouvert. Les inscriptions démarrent le lundi 8 avril. Je vous propose de suivre le communiqué lu par Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, porte à la connaissance de la population de l'ouverture du concours d'entrée à l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville, selon les informations ci-dessous.
Les inscriptions au concours de l'EMPT se dérouleront du lundi 8 avril au vendredi 26 avril 2024. Elles sont consécutives à une préinscription en ligne gratuite du vendredi 5 avril au dimanche 21 avril 2024. Ce concours est essentiellement ouvert aux jeunes garçons et filles de nationalité ivoirienne dont l'âge maximal est de 12 ans. Pour des informations complémentaires, les candidats sont priés de se rendre au bureau concours de l'état-major général des armées, dans les chefs-lieux des régions militaires de Bouaké, Daloa, Korogo, Man et San Pedro, à la garde républicaine de Yamoussoukro, dans les brigades de gendarmerie d'Abengourou et de Gagnoa, ou sur le site officiel du bureau concours. Infoline 07 04 91 35 87 05 64 60 29 82. Les réflexions s'ouvrent sur la réglementation du bois. Le 19 février dernier, la Côte d'Ivoire signait un accord de partenariat avec l'Union européenne. Le ministère des Eaux et Forêts a rencontré les acteurs du secteur privé et la société civile pour leur présenter ce système qui permettra une meilleure digitalisation de leurs activités. Franck Wadiou. Après la signature à Bruxelles de l'accord de partenariat volontaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne sur la légalité du bois d'exportation en février dernier à PVFLECT, l'instrument continue d'être affiné avant sa mise en œuvre. Les acteurs du secteur bois et les eaux et forêts réfléchissent donc sur l'opérationnalisation du système de vérification de la légalité du bois. Pour une première phase, le travail a concerné à suivre les activités de la chaîne d'approvisionnement avec comme marché identifié le marché export, principalement le marché de l'Union européenne. Et donc ce système qui a été développé dans un premier temps a permis de dématérialiser tous les documents d'exploitation. En clair, un système qui digitalise et facilite l'accès à l'information. C'était une préoccupation pour opérateurs privés et sociétés civiles, parties prenantes de la PVFLECT. Nos attentes, c'est de pouvoir avoir un système qui permet de mieux traiter toute la batterie d'informations, toute la batterie de documents que nous avons, qui permet aussi, et c'est très important, de sécuriser les informations commerciales des opérateurs économiques, de sécuriser les informations financières des opérateurs économiques. C'est un système qui est très bienvenu, parce qu'il était intéressant pour la Côte d'Ivoire de pouvoir se doter d'un outil de traçabilité pour pouvoir véritablement suivre le bois prélevé des sites d'approvisionnement pour l'exploitation. Une étape qui en appelle d'autres, comme le rappelle le représentant du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. La mise en œuvre du projet SMLT2 a permis d'améliorer l'outil développé en 2021. L'atelier de ce jour, qui intervient après la mise en œuvre des différentes activités du projet, permettra non seulement de présenter les résultats atteints à l'ensemble des parties prenantes, mais également de recueillir les avis et recommandations des uns et des autres pour orienter les prochaines étapes. Des activités menées, notons-le, dans un cadre pilote et des défis à venir qui sont clairs, rendre le système utilisable par tous les acteurs impliqués dans l'administration et la gestion forestière. Allons dans la capitale politique. Le Trésor public de Côte d'Ivoire est en conclave à Yamoussoukro. Une rencontre pour dresser le bilan de gestion du second semestre 2023. Les agents doivent aussi adopter la nouvelle stratégie, un bilan rassurant. Le recouvrement est en hausse de 5 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est à l'heure de son bilan. L'activité se tient dans un contexte particulier. L'arrivée de Pascal Arthur Aoussi, nommé directeur général le 14 février 2024, en remplacement de Jacques Assaouré Conan, promu au sein du gouvernement. Que retenir de l'exercice 2023 ? L'année 2023 s'est soldée par des résultats globalement satisfaisants. Le recouvrement de plus de 137 milliards de francs de recettes non fiscales sur un objectif de 132 milliards, soit donc un taux de réalisation de 103%. Je voudrais également citer le règlement de la dette fournisseur pour un montant de 662 milliards dans les délais réglementaires de 90 jours, ce qui traduit le respect de nos engagements et les engagements de l'État vis-à-vis de ses partenaires. L'apurement de la dette intérieure et de la dette extérieure s'est effectué à hauteur de 100% des prévisions, avec respectivement
des montants de 1 013 milliards et 1 161 milliards de francs CFA. Quelles sont les attentes pour 2024? M'inscrivant dans un processus d'amélioration continue entamé par mes prédécesseurs, j'entends, à l'occasion de ces assises, soumettre à votre appréciation le projet de document de pilotage stratégique découlant de ma vision de faire du Trésor public une administration excellente et intègre au service du citoyen et des parties prenantes, des parties intéressées à notre mission, à nos activités. La tutelle, à savoir le ministère des Finances et du Budget, rappelle les engagements forts. S'agissant du Trésor public, les contributions attendues concernent, premièrement, la mobilisation des ressources intérieures pour le financement des priorités du gouvernement. Deuxièmement, la mise en œuvre de la stratégie de réforme des finances publiques. Et troisièmement, la poursuite de l'exécution de la stratégie de réforme du secteur financier. Durée de la revue des directions du Trésor et de la comptabilité publique, 2 jours. Au bout, la conduite à tenir pour 2024. Dans un élan de solidarité, le ministre Amadou Koné fait don de vivres aux différentes délégations de jeunesse du RHDP de la région de Gbeke, un geste qui vise à soutenir les jeunes en cette période de Ramadan. Soro Corona. Le ministre Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké, continue son élan de solidarité envers les jeunes du RHDP de la région de Gbeke. Ce sont 6 tonnes de vivres répartis entre différentes délégations venues de toute la région de Gbeke. Au nom du donateur, son représentant Asmi Sanogo, vice-président du bureau exécutif national du JRHDP, en charge de la jeunesse estudiantine, a indiqué que ce geste du ministre Amadou Koné dénote son engagement auprès des jeunes. Dans tout ce qu'il mène comme activité, les jeunes sont au cœur de ces différentes missions. Et nous ne pouvons que le soutenir dans ce élan-là. Vous voyez aujourd'hui, Bouaké est stable, la région de Bouaké est stable. C'est dû au travail que le ministre Amadou Koné a dû mener au quotidien avec les populations, surtout avec cette jeunesse qui reprend 77% de la population. Cette activité démontre la cohésion au sein du RHDP entre les jeunes de notre parti, issus de tous les bords, pour montrer que nous sommes unis derrière le président du parti qui est le président Alassane Ouattara. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance aux donateurs. C'est à saluer et à encourager, entendu que nous sommes dans un mois de partage, un mois où il faut amplifier la solidarité, l'action sociale. Nous voulons dire merci au ministre et maire de la commune de Bouaké d'avoir pensé à sa population, mais en particulier à sa jeunesse. Cette action du ministre Amadou Koné vise à renforcer les liens de solidarité et d'unité, mais aussi à redynamiser la jeunesse du parti. Alors, madame, mois de pénitence, de prière, de solidarité et de partage, des vertus que les cadres du Tonkpi traduisent en action, les secrétaires départementaux de la région ont fait don de vivres aux musulmans de Biancouma et Man, Léon Brou. Du riz, du sucre et du lait, le don du directeur général du Centre régional des œuvres universitaires de Mans à la communauté musulmane de Biancouma, un acte de solidarité et de partage pour marquer le mois de Ramadan, aussi pour Dédi Mabadou d'exhorter à la prière pour la paix. Confier la Côte d'Ivoire d'homme de Dieu pour qu'il fasse des prières à l'endroit du président de la République, celui à l'ombre de qui nous agissons, le président Alassane Ouattara. Et nous voulons donc dire merci à l'honorable Dédi Mamadou et tous ceux et celles qui l'accompagnent. Encore du riz, du sucre et du lait remis à Mans. Cette fois, les bénéficiaires sont les premiers responsables du RHDP à l'échelle départementale. Un don du parti et du président du collectif des secrétaires départementaux du RHDP dans le Tonkpi. Après le don de quelques cadres de la région, nous voyons la réaction de notre parti. Même si c'est symbolique, je crois que c'est important pour nous les militants. 9 tonnes de vivres, le kit de Ramadan offert par le président du collectif des secrétaires départementaux du Tonkpi et la direction du RHDP à Mans et à Biancouma. En culture maintenant, c'est parti pour la 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan.
Cette édition marque les 30 ans de cet événement qui rassemble tous les 2 ans pendant une semaine professionnelle et publique venue de tous les continents. Jeunesse, innovation et entrepreneuriat est le thème choisi du Marsar 2024, prévu du 13 au 20 avril 2024. En termes d'innovation, le village des enfants, le prix de la meilleure artiste féminine de l'édition en cours qui porte le nom de Madame Henriette Dagri Diabaté, le village de l'innovation. Le Rwanda et la Corée sont les 2 pays invités d'honneur du Marsar 2024. Le Marsar 2024, c'est 105 programmateurs, plus de 1000 artistes attendus pour 300 spectacles au Palais de la Culture de Trècheville et dans plusieurs autres salles des communes du Plateau, Cocody, Yopougon, Koumassi et Abobo. Dans le reste de l'actualité, maintenant au Sénégal, 24 heures après son investiture, Bassirou Diomaye Faye a prononcé son premier discours à la nation. C'était à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du pays, célébré ce jeudi 4 avril. Le 5e président sénégalais a donné les grandes lignes d'orientation de sa politique. Il entend prendre des mesures fortes concernant la vie chère et promouvoir la bonne gouvernance économique et financière. La jeunesse est au centre de ses préoccupations avec l'éducation, l'information au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'une langue court beaucoup plus vite que 2 pieds. Dieu le voulant, on se retrouve demain.